De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Camille Sari, Nadia Lamargui et Alfred Chango. Tout de suite le dossier du jour. Le Sénégal consacre plus de 35% de son budget au secteur de l'éducation, mais les résultats sont encore décevants. Le taux de déperdition scolaire reste important. Pour mettre fin à cette crise, des assises nationales de l'éducation ont été organisées les 29 et 30 août dernier. Elles doivent poser les bases du renouveau de l'école sénégalaise. En reportage de notre correspondant Djibril Fana. Sur le continent, près de 30 millions d'enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Sur les 10 pays qui affichent les plus faibles taux d'alphabétisation dans le monde, 7 se trouvent en Afrique. Ces statistiques sont révélatrices de carences structurelles en matière d'éducation sur le continent. S'il est vrai que certains pays en Afrique du Nord ont des taux d'alphabétisation satisfaisants, en Afrique au sud du Sahara, la situation est moins bien reluisante. Les causes sont multiples et surtout lointaines. Parmi celles-ci, les programmes d'ajustement structurel des années 70 qui ont conduit à une baisse drastique des budgets consacrés à l'éducation. Aujourd'hui, de nombreux pays tentent de rectifier le tir en augmentant la part des ressources publiques allouées à l'éducation nationale. En la matière, le Sénégal fait figure de modèle. Il consacre plus de 35% du budget national à son secteur éducatif. Seulement voilà, malgré ces importantes ressources, le secteur ne s'est jamais aussi mal porté. Effectifs pléthoriques, grève récurrente des enseignants, inadaptation des curricula scolaires, la liste des mots est longue et les solutions esquissées toujours inefficaces. Un pays qui met autant de ressources, mais qui n'arrive pas à assurer le minimum de qualité, il y a problème. Il faut donc un modèle de gouvernance exemplaire qui met en cohérence la vision, les finalités, les programmes, les ressources humaines et matérielles. Un modèle de gouvernance qui stimule tous les acteurs et leur donne l'amour du travail. Au Sénégal, le taux d'analphabétisme est de 52%. Selon la direction de la réforme de l'éducation, sur 123 écoliers, seulement 23 atteignent la classe de terminale. Dès lors, on peut légitimement se demander pourquoi les résultats ne sont pas à la mesure des investissements. Pour de nombreux acteurs, le milieu est gangréné par la malgouvernance et la concussion. Conséquence, les fonds alloués sont détournés de leur vocation initiale. Donc ça veut dire qu'il y a une culture de l'impunité aussi qui fait qu'on arrive à des résultats comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter autant d'argent, comme vous le dites, pour avoir des résultats qu'on a. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'argent n'arrive pas là où il devrait arriver. Et donc, mais il revient à l'État de faire ces audits-là, mais pas seulement de les faire et de payer des cabinets, et de les ranger dans les tiroirs, mais de punir pénalement ceux qui ont commis ces fautes de gestion-là et de rectifier cela. Face à cette situation, de nombreuses organisations de la société civile mènent le plaidoyer afin qu'un contrôle citoyen puisse s'exercer sur la gestion des ressources allouées au système éducatif. Il faudrait que les citoyens se rendent compte que les ressources qui sont injectées dans le système éducatif viennent d'eux-mêmes. Et par conséquent, il faudrait qu'ils aient en tout cas plus de responsabilisation. Il faudrait qu'ils s'engagent davantage à accompagner le système d'éducation et de formation. Si nous faisons en sorte que le système devienne l'affaire de tous, que chaque individu, le parent, l'enseignant, toute la communauté en tout cas puisse se dire que c'est aussi mon système, nous pensons effectivement que cette problématique liée au financement de l'éducation, à l'efficience du financement, devrait être mieux gérée. L'éducation, en plus d'être un droit universel, est un vecteur de développement. Mais cet enjeu semble relégué au second plan par ceux qui devaient en être les garants. En lieu et place, l'espace scolaire est devenu un champ où les acteurs politiques s'affrontent par syndicats interposés. Selon le sociologue Djibi Diakate, c'est ce contexte qui a favorisé le délitement de l'école sénégalaise en dépit des importants financements dont elle a bénéficié depuis les années 2000. L'un des problèmes que nous avons au niveau de notre éducation, c'est l'infiltration des combats politiques à l'intérieur de l'espace scolaire. Alors, vous avez des syndicats qui peuvent être affiliés à des partis politiques et qui prolongent des fois le mot d'ordre du parti politique au niveau de l'espace scolaire. Alors, ce qui fait que des fois, au nom du combat politique, on trouve des syndicats qui se mobilisent et qui peuvent perturber dans une certaine mesure la plateforme de l'éducation en tant que telle. Donc pour toutes ces raisons, on peut comprendre pourquoi au-delà du budget important qui est alloué à l'école, nous sommes toujours en présence d'un espace qui est particulièrement surchauffé. À l'instar de nombreux pays du continent,
Au Sénégal, la déperdition scolaire est plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain. Améliorer la performance du système éducatif passera inéluctablement par un accroissement de l'offre scolaire dans les régions. C'est pourquoi l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation semble représenter une aubaine pour concrétiser cet impératif. Ce sera l'occasion de doter les collectivités locales de ressources suffisantes pour encourager et rendre effective la scolarisation des enfants et surtout des filles. Si nous faisons en sorte que nous ayons, qu'on puisse ressentir le financement dans les cartables des enfants, que le financement puisse aller là où on en a besoin, là où c'est destiné, si nous faisons en sorte que le niveau central ne continue pas toujours effectivement d'avoir la main mise sur le financement, et donc ça, si nous le faisons, nous pensons effectivement que nous aurons un système éducatif qui soit plus performant, qui utilise mieux ses ressources et qui puisse les transformer plus en résultats. Au Sénégal, seulement 48% de la population est alphabétisée. Les budgets consacrés à l'éducation sont en perpétuelle hausse, mais ne permettent pas de réduire substantiellement le taux d'analphabétisme. La faute à une politique éducative inadaptée. L'alphabétisation dans les langues nationales représente moins de 1% des ressources allouées au secteur. Les dernières assises nationales de l'éducation ont donné le là d'une refondation du secteur éducatif sénégalais. Celle-ci sera articulée autour de la promotion de l'alphabétisation et de la répartition équitable des ressources. L'objectif est d'assurer une égalité d'accès au savoir pour tous les citoyens du Sénégal. Nadia, peut-on dire que les fonds sont là, mais qui sont mal utilisés ? À mon sens, c'est un peu réducteur de dire que les fonds sont là. En effet, on prend le cas du Sénégal. Si on considère que 35% du budget est consacré à l'éducation, il faut savoir que ce budget, par exemple, a connu beaucoup de réductions depuis pas mal de temps. Et c'est faux de dire que la part consacrée à l'éducation augmente au Sénégal. C'est tout le contraire. Cette part est en constante décroissance. Donc, en fait, on ne peut pas dire techniquement que les fonds sont là et qu'on ne les emploie pas comme il faut. C'est plutôt, il y a une vraie défaillance en termes de financement de l'éducation. On sait qu'un quart du budget consacré à l'éducation est financé par les aides internationales, parce qu'il y a beaucoup de programmes internationaux qui sont justement très ciblés sur l'éducation des filles, sur la construction de latrines, sur la construction d'établissements. Donc l'aide internationale intervient. Maintenant, il faut savoir aussi que à chaque fois qu'on augmente le taux de scolarisation, on améliore le PIB du pays. Il y a un lien direct entre l'éducation de la population et la richesse produite dans le pays. Il faut vraiment que les États s'en rendent bien compte. Ce n'est pas rien l'éducation. Ce n'est pas juste investir, c'est pas juste envoyer des enfants à l'école en les occupant, question de ne pas les voir traîner dans la rue. Donc c'est un manque de volonté politique ? À mon sens, c'est une conjonction de choses. C'est un manque de volonté politique, certes, c'est une mauvaise allocation des ressources, mais pas au sein du ministère de l'Éducation lui-même, mais au sein même des budgets des gouvernements. C'est réfléchir à une manière d'investir dans l'éducation qui soit productive, c'est-à-dire investir dans ce qui rapporte, entre guillemets, à la population. Donc ça sert à rien parfois d'avoir une belle école bien construite si c'est la seule à 40 km alentour. Il faut géographiquement réduire le gap, il faut réduire la fracture entre le rural et l'urbain en termes d'éducation, parce que 3/4 des écoles se trouvent en milieu urbain et le milieu rural est totalement délaissé. Il y a eu quelques expériences, par exemple d'écoles satellites, où on mettait une école mère et des classes satellitaires autour. On a bien vu que ça donnait des choses moyennes, sachant qu'à partir du moment où on changeait de niveau, les enfants n'allaient plus dans les villages à côté parce que c'était toujours la même question. Comment on fait pour transporter un enfant d'un point A à un point B, sachant que pour y aller, il faut traverser des endroits qui peuvent être parfois mal adaptés à des enfants. Donc il faut réfléchir à l'éducation de manière intelligente, dans le sens où la répartition géographique a du sens. Maintenant, il y a des études qui ont été faites et pour le coup, Alain Maga a beaucoup travaillé sur cette question-là, sur par exemple l'impact du nombre d'enfants par classe.
Souvent, on nous dit oui, des effectifs pléthoriques, mais on s'est rendu compte que techniquement, jusqu'à 30 à 35, on est encore, les classes tournent encore. Donc il faut arrêter de penser que voilà, on va pas mettre, il n'y a pas assez d'écoles ou enfin pas assez de classes. Et il faut réfléchir autrement, investir aussi dans la formation des profs, parce qu'un bon instituteur, c'est un instituteur bien formé. Et c'est pas, ça se commente pas. C'est pas un chômeur qui a un bac plus 3 qui sait pas quoi faire et du jour au lendemain on le prend, on décide que ça sera un instituteur. Non, il y a de la pédagogie, il y a quand même la transmission de savoir. Ça ne s'invente pas. Il faut réfléchir à la manière dont on transmet les savoirs à des enfants particulièrement et s'appuyer sur tout ce qui a déjà été fait jusque-là. C'est un domaine qui est vraiment très réfléchi, exploité. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, mais on a l'impression que toutes ces choses qui peuvent apporter quelque chose au système, toutes ces études-là sont mises de côté pour d'autres raisons. C'est qu'on a peur de s'attaquer à un... On ne veut pas dire un mammouth, parce que c'est un terme qu'on emploie souvent pour parler d'éducation nationale, mais un très gros morceau. On a toujours peur de s'attaquer à l'éducation nationale, parce qu'on a peur que les syndicats se rebellent et que... On va revenir aux réformes. Et qu'en fait, ça bloque la réforme. Mais moi, je ne suis pas convaincue que ça soit comme ça, que ça se réfléchisse. Camille, un mot sur cette faiblesse des budgets consacrés à l'éducation nationale dans les pays africains. Elle a été constatée, confirmée. Il y a la conférence des ministres de l'éducation des pays africains, le 3 juillet à Abidjan. Donc ils ont reconnu, que c'est insuffisant. Ils ont reconnu que le pourcentage donc, du budget de l'éducation nationale par rapport au PIB, il est de 4%. Tout le monde, les 27 États qui composent donc cette conférence, se sont engagés à l'augmenter à 8%. Donc là, on voit que les États doivent apporter plus. Mais il n'y a pas que les budgets, ça a été dit dans le reportage, il y a l'utilisation. Il y a aussi, il y a un professeur qui a dit qu'il y a malversation, donc il faut enquêter là-dessus. Il faut savoir si l'argent est bien utilisé et s'il va au bon endroit. Alors que dire de cette mauvaise répartition Il faut vraiment un contrôle, il faut sévir. S'il y a des dysfonctionnements, s'il y a malversation, il faut sévir, il faut des condamnations exemplaires. C'est parce que il faut vraiment que la question de l'éducation soit une question sacrée. Le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important parce que c'est la base. Mais ça, c'est au niveau de l'État. Il faut aussi innover. Il faut innover. Moi, j'ai connu une période, mon époque des années 60 au Maroc, où la même salle, la même classe, le même enseignant nous ont enseigné pour 2 groupes à des horaires différents et ils s'attenaient. Et je peux dire que les résultats, ils n'étaient pas mauvais parce que le niveau était bon, mais il y avait un engagement des enseignants. Ça, il faut le faire. Il faut aussi, et ça, dans nos pays, on ne le fait pas assez, c'est la participation des parents. Il faut s'organiser. Il faut des associations de parents d'élèves, il faut des associations de soutien scolaire. On le fait soit par des enseignants retraités, soit par des diplômés. Il faut du soutien. Il faut développer les activités périscolaires. Et c'est vrai que c'est le rôle des communes, mais il faut dégager des budgets. S'il n'y a pas de budget, il faut que ce soit géré d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait des activités extrascolaires ou périscolaires pour le soutien scolaire. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que la plupart des parents sont analphabètes. Et donc il faut trouver des formes innovantes pour justement apporter un soutien. Parce que un enfant qui se sent en échec, c'est dès l'école primaire, s'il ne sait pas lire et écrire, et on a eu des statistiques d'enfants qui arrivent même au collège et qui sont illettrés. Ça existe même en France, ça existe même dans les pays. On peut parler déjà de soutien scolaire, financer soutien scolaire, alors qu'on a déjà du mal à financer non, mais ça complète le dispositif. Tout ça, c'est un ensemble. Il y a l'État, il y a le rôle des communes, il y a le rôle des parents d'élèves, il y a le rôle des
les associations, il y a les ONG. Moi, j'ai croisé dans mes voyages en Afrique de l'Ouest beaucoup d'ONG qui viennent avec des fournitures scolaires, pour aider les enfants, pour aider les femmes aussi à s'approprier cette fonction-là de soutien scolaire. Donc il faut vraiment développer toutes les formes, sachant que nous avons aussi un problème qui peut être une chance, c'est l'évolution démographique et ça va augmenter. Donc il faut trouver les formes adéquates pour s'en sortir. Alfred, pour revenir à ce qu'ont dit Camille et Nadia, qui parlaient de la mauvaise répartition du budget de l'éducation nationale, quels pourraient être les principaux points de poste des dépenses pour l'éducation nationale? Ce sont des postes qui sont connus. Hein. Y a un poste infrastructure, répartition équitable de ces infrastructures. Nadia parlait de cette différence entre les villes et les campagnes, que toutes les écoles sont concentrées dans les villes. Donc les campagnes sont laissées pour compte. Il faut déjà affecter un budget pour cela. Puis il y a le poste des enseignants, formation, pas seulement salaire, mais formation, et puis recyclage, mise à niveau régulière des enseignants pour qu'ils puissent être compétitifs et puis qu'ils puissent très bien former les élèves. Et puis il y a le poste des manuels scolaires. Ça, on n'en a pas parlé dans le reportage. Il n'y a pas de manuel scolaire. Il n'y a pas des outils didactiques qui permettent justement, que ce soit au niveau maternel, au niveau du primaire, de pouvoir mieux encadrer et mieux former les enseignants. C'est toute cette série de choses-là qu'il faut prendre en compte et savoir comment on peut affecter telle somme, tel pourcentage du budget aux infrastructures, aux équipements, tel au salaire et puis tel à la formation continue des enseignants et aux bonnes conditions de vie et d'hygiène des enfants. Je crois que ce sont vraiment des postes qui sont assez classiques, hein, assez traditionnels, mais c'est question de volonté politique et de savoir programmer, de savoir organiser justement et de savoir distribuer équitablement, affecter à chaque poste, allouer à chaque poste le budget qui lui convienne. D'ailleurs, pour aller dans le sens d'Alfred, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'en réduisant les salaires, on gère mieux, parce qu'on considère le premier poste, le poste le plus important, c'est les ressources humaines. Donc, logiquement, il se dit, si on baisse les salaires des profs, de toutes les ressources humaines du ministère, automatiquement, on va faire baisser la charge du ministère et on pourra dégager de l'argent pour autre chose. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que déjà, bon, d'une part, les salaires ne sont pas mirobolants, mais d'autre part, comment stimuler, comment pousser certaines personnes à aller dans des endroits reculés, c'est souvent des urbains, on va dire, des gens qui font des études assez longues. Comment les stimuler, comment les pousser à aller dans ces endroits reculés? Comment motiver un enseignant qui se retrouve tous les jours face à des problèmes qui ne sont pas de l'ordre de l'éducation, qui sont plutôt de l'ordre de la gestion du quotidien, sur l'eau, sur le surpeuplement de sa classe, enfin plein d'autres choses à gérer. Et comment créer des activités périscolaires, parce qu'il faut aussi les entretenir, ces activités. S'il n'y a pas aussi des ressources humaines, on ne peut pas compter sur le bénévolat des gens pour faire ce type de structure-là. Donc il faut arrêter de penser qu'en baissant le poste des ressources humaines, on augmente de tout autant les autres postes. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on baisse la qualité. On est sur un jeu d'équilibre. C'est-à-dire qu'en vraiment, en baissant les salaires, on va plutôt jouer sur la motivation et sur la qualité des gens qu'on va recruter, plutôt que sur les autres activités. Enfin, ça ne va pas augmenter pour autant les autres activités. Donc, à mon avis, il faut faire très attention. Ce que je dis là, c'est pas des choses. C'est tous les économistes, toutes les personnes qui s'intéressent au sujet, et c'est mon cas, le disent déjà. Il faut voir sa manière de réfléchir à l'éducation, mais là, on ne parle que du primaire. Sur quel poste de dépense vous pourrez faire des économies, par exemple? Mais en fait, pourquoi faire des économies? C'est surtout la question. Pourquoi ce n'est pas, comment dire, le ministère de l'Éducation, ce n'est pas un ministère comme celui de la Santé qui est censé être rentable. On ne va pas rentabiliser. On ne joue pas avec des carottes et des navets. Enfin, il y a des choses qui sont en plus de l'ordre de l'investissement à très long terme. Parce que lorsqu'on investit dans l'éducation d'un enfant, il faudra 2 générations avant qu'il soit dans la vie active. Ou 1 génération et demie, ça dépend de la longueur de son parcours scolaire. Mais donc, les bienfaits, entre guillemets, de l'éducation primaire, on les sentira que dans quelques années. Donc, on ne peut pas réfléchir l'éducation comme on peut réfléchir les autres ministères
qui sont censés être à valeur ajoutée, enfin financière. Une dernière réaction de Camille. Oui, brièvement, je pense que le problème, ce n'est pas le budget de l'éducation nationale qu'il faut réduire ou il faut faire des déploiements à l'intérieur. Il faut l'augmenter. Ça a été dit par les ministres, il faut l'augmenter. C'est indiscutable. Je pense que le problème des budgets, des politiques budgétaires dans nos pays, c'est la collecte de l'impôt, c'est la solidarité. Il faut que tout le monde comprenne que travailler dans l'informel, c'est aussi tuer ses propres, je dirais, équipements, les équipements de l'État. C'est ne pas contribuer au développement du pays. Quand on paye ses impôts, et les riches ne payent pas de l'impôt, c'est connu. Donc il faut vraiment un système, je dirais, de participation, de contribution, de jouer le jeu pour financer l'éducation, pour financer la santé, qui sont les deux piliers de tout développement. Et je pense aussi qu'au sein de l'école, il faut différencier. Il y a des parents qui peuvent payer les fournitures scolaires, les manuels, mais il faut aider les autres. Et on peut avoir des certificats de nécessité, par exemple, et avoir un cartable gratuit avec des manuels. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Des affrontements ont opposé des miliciens anti-Balaka à des casques bleus de l'ONU pour le gouvernement de transition. Il s'agit d'une tentative de déstabilisation du pouvoir. Les futures élections semblent, elles, de plus en plus compromises. Et puis les réactions après le retour de l'ancien président malgache Mak Ravalomanane sur la Grande Île, plus que son arrestation par les forces de sécurité, ce sont ses propos qui semblent poser problème. L'Union africaine appelle à la retenue. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom. Dans un instant, la troisième partie. À tout de suite.